Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième interview de ce podcast Dose de France. Aujourd'hui, c'est un invité un petit peu spécial puisque je vais vous présenter l'un de mes associés sur ma marque de Michelot. Et donc, avant de vous le présenter, avant de commencer ce podcast, on va faire les choses d'usage, les publicités d'usage, puisque ce podcast est sponsorisé par mes propres marques, ce qui me permet tout simplement de le réaliser. Donc la première étant mes liqueurs de plantes de Michelot, que vous pouvez retrouver dès à présent sur demichelot.com, puisqu'elles sont enfin de retour avec les nouveaux designs et les nouvelles recettes. Donc on a à présent 6 recettes qui sont les 4 historiques, gentiane, génépi, verveine, menthe et 2 nouvelles, une fleur de sureau et une anisette. Attention, l'anisette, c'est écrit au dos de l'étiquette, on la boit sans eau. Donc vous pouvez les retrouver sur demichelot.com. Je me dois de préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que vous devez le consommer avec modération. Cet épisode est également sponsorisé par mon agence dédiée aux professionnels qui gèrent vos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux du groupe Meta, donc Facebook et Instagram. Le but étant de vous trouver plus de clients pour vos business. Si vous voulez savoir comment nous contacter, le lien est dans la description, comme le lien du site pour les liqueurs de Michelot. Et le dernier sponsor, c'est cette casquette qui est devenue iconique de ce podcast maintenant, la casquette Make Alcohol Great Again. Le lien est également dans la description si vous voulez vous la procurer. Maintenant, passons à la présentation de l'invité du jour, qui est autre que l'un de mes associés sur De Michelot. Et on a eu une rencontre assez particulière et qui est suffisamment particulière pour qu'on puisse en faire tout un podcast parce qu'on se connaît en réalité depuis des années, mais on va en discuter ensemble au cours de cet épisode. Donc, Salim, bienvenue. Merci, Johan. Merci d'être venu depuis tes contrées lointaines, puisque j'en ai un petit peu parlé dans des précédents podcasts, en tout cas en solitaire. Tu nous viens de Suisse. Exactement, de Genève. De Genève. Et donc, tu es là à l'occasion du Whisky Live Paris cette année, puisqu'on le fait ensemble tous les ans depuis maintenant de nombreuses années. Donc, qui est le plus gros salon, je sais pas, grand salon de spiritueux. au monde ou européen ? Au monde, ouais. Donc, qui est organisé par la Maison du Whisky. Et on s'y retrouve à chaque fois 2 ou 3 jours par an. Et on s'est dit que ce serait la bonne occasion pour faire un podcast ensemble, afin de te présenter aux gens qui achètent tes bouteilles, Exactement. mais qui ne t'ont encore jamais vu. D'ailleurs, on mettra son Instagram aussi dans la description de la vidéo YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, etc., n'hésitez pas à aller sur la vidéo YouTube pour trouver le lien vers le compte Instagram de Salim. Écoute Salim, moi je te propose qu'on fasse comme je fais à chaque fois, enfin comme j'ai fait avec les 2 précédents invités, on retrace un petit peu le parcours de ta vie pour voir jusqu'au moment où on est arrivé à s'associer et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant ces 2 dernières années, parce que tu travaillais déjà dans le monde de l'alcool. En fait, c'est tout simplement comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Mais vas-y, je te laisse d'abord dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu faisais, etc. etc. Très bien, je m'appelle Salim Durio-Oga, j'ai 38 ans et je suis maintenant dans le monde des spiritueux, mais je ne l'ai pas toujours été. Pour refaire le chemin, on va dire que j'ai fait des études de commerce en Suisse, ce qui paraît assez évident peut-être. Tu peux faire des études de montre ou de chocolat aussi. Bien sûr, il en existe d'autres dans les grands clichés. Et justement, je crois que j'ai été éduqué avec cette idée qu'il y avait 3 grands métiers que je pouvais faire dans la vie. C'est banquier, avocat ou médecin. Et j'ai choisi le plus facile. J'ai fini banquier. Et C'est ce qui paye le mieux ou pas ? à l'époque, ça payait bien. Maintenant, c'est un vieux... Banquier suisse, ça paye plus. Non, ça paye. Alors, banquier, il y a employé de banque et banquier. Hein. Moi, j'étais Ouais. employé de banque, hein, on va être honnête. Hein. Et donc, même ça, non, ce métier ne paye plus du tout. Depuis qu'on a perdu le secret bancaire, il faut admettre que les prix ont chuté. Ah ouais. Enfin, ça paye plus du tout. Ça Non. paye plus du tout pour un Suisse. Oui, exactement. Alors voilà, ça Parce reste que dans pour un Français, tu restes... c'est quoi, c'est 7000 balles que ça paye un employé de banque ? On est dans ces eaux-là pour que quand on commence, on doit être dans les 5-7 en fonction de la banque et en fonction du poste, bien sûr. Putain, le paradis, quoi. Oui, après, voilà, on peut toujours avoir la discussion des loyers, du coût de la vie et tout ça, mais bien c'est vrai sûr. que ça reste quand même des bons salaires, même si voilà, les prix ont chuté un peu. Donc j'ai fait ce métier pendant quelques années, 2-3 ans, dans 2 banques différentes. Ok. J'ai compris que j'avais fait ça parce qu'on m'avait guidé jusque-là, mais que ça m'intéressait pas plus que ça. Tu t'en foutais, de faire ça de base J'arrivais à le faire, mais ça me plaisait pas du tout. Tu l'as vraiment fait par obligation sociale C'est un peu un suivi. Il fallait faire des études, j'ai fait les études. Il fallait trouver un job, j'ai trouvé un job. J'avais l'impression que ça me plaisait. Et puis, c'était un métier qui, vraiment, sur le terrain, quand je devais vraiment le faire, ne m'intéressait pas, quoi.
Vraiment, c'était pas du tout stimulant, intellectuellement parlant. J'avais aucun plaisir à y aller. J'avais même, je commençais à me sentir mal d'y aller, alors que je m'entendais bien avec mes collègues. La direction, peut-être un peu moins. Et c'est peut-être là où j'ai commencé à comprendre que j'étais plus fait pour l'entrepreneuriat. Parce que moi, mes clients, quand j'étais à la banque, dans mon job, mes clients, c'était les gestionnaires de fortune. J'étais pas en direct avec les clients de la banque. Le service que je fournissais était pour les gestionnaires de fortune. Par contre, j'avais mes patrons, mes supérieurs, qui eux étaient tout le temps insatisfaits de moi, alors que mes clients, les gestionnaires de fortune, étaient très heureux. Je pense qu'à mon pot de départ, j'étais un des seuls dont certains gestionnaires de fortune sont venus de l'autre bâtiment venir fêter un peu avec moi. C'est des petits détails qui m'ont montré qu'en fait, moi, j'étais orienté vers le client. Et avoir un supérieur à qui je dois rendre des comptes, ça n'avait pas vraiment de sens. Ouais, pas vers le corporate, quoi. Exactement. Ouais, ok. Donc voilà, c'est un peu des petits indices que j'ai commencé à avoir. Même si la première fois que j'ai compris que je voulais être entrepreneur un jour dans ma vie, je pense que c'est vers les 12 ans où un ami à moi me dit oui, j'ai fait un peu de tri chez moi ce week-end, j'ai dû aider mes parents, on a dû sortir des meubles et tout. Puis je lui dis mais t'as fait quoi des meubles? Puis il me dit bah on les a achetés. Je lui dis mais ils étaient cassés? Ben non. Je lui dis mais fallait les revendre. Et j'ai compris que quelque chose qui avait encore de la valeur. Tu as découvert que tu étais capitaliste et pas entrepreneur. Exactement. Que tu pouvais obtenir un revenu du capital immobilier de ton pote. Exactement. Donc là, c'est la première fois où j'ai un souvenir d'une pensée capitaliste, on va dire. Et par la suite, j'ai assez vite compris que je voulais faire du business. Mais quoi et comment, j'en avais aucune idée. Et en sortie de la banque... T'es resté combien de temps à la banque? Je suis resté 3 ans à peu près. Ok, ouais, donc t'as compris assez vite, quoi. Oui, exactement. Au bout d'1 an et demi dans la première banque, j'ai senti que ça allait pas. J'ai arrêté. Et puis après, j'ai eu une période de chômage, cherché un autre job. Finalement, tout ce qu'on m'a proposé, c'est exactement le même job. Je suis allé à un entretien. Puis là, j'y allais un peu à contre-cœur parce que je savais que c'était pour le même poste, vraiment le même poste. Et puis j'allais un peu juste comme ça pour le chômage parce qu'il faut faire des rendez-vous. Ils m'ont dit le salaire. Le chômage en Suisse? Oui, bien sûr. Le taux est faible, mais il y a quand même besoin. Et il dure combien de temps? Je pense qu'on a 1 an à peu près. Mais on n'a pas le temps de les passer, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher de bosser. Ouais. Et puis la personne que j'avais en face de moi m'a proposé un salaire qui a fait que j'ai quand même accepté le poste. Mais j'ai tenu encore une fois... Corruptible, hein. Ouais. Ok, j'ai donc tenu 1 an et demi. 1 an et demi encore. Ouais, exactement, et j'en pouvais plus, je suis parti. Pour moi, je trouve que c'est assez caractéristique, là, plus que d'avoir voulu aider ton pote à vendre ses meubles et lui prendre son argent. Ce qui est caractéristique de la mentalité de quelqu'un qui veut entreprendre. Moi, je prends sur mon parcours et sur, du coup, Gaëtan, qui est un autre associé sur De Michelot, qui est un ami d'enfance à moi, donc qui est un 3e associé en plus de Salim. Lui et comme moi avons monté beaucoup de sociétés, mais c'est surtout en fait on a l'incapacité totale de rester dans un job salarié, non pas parce qu'on trouve que c'est de la merde, ou parce que moi je considère que il faut des salariés, il en faut plus que les entrepreneurs, sinon le monde serait invivable de toute façon, et ça marcherait pas. Mais c'est juste que c'est intrinsèque, c'est dans ta nature, quoi. Moi, tu me mets dans un job, déjà je suis extrêmement bavard. Donc je peux pas tenir dans un truc corporate et tout parce que je finis par saouler tout le monde. Tu remets tout le temps en question, c'est le chaos permanent et tu as envie de posséder le truc pour le faire avancer pour toi, selon comment toi tu vois la chose et tout. Et moi j'ai jamais tenu plus d'1 an dans un job. Je reprends ce que tu dis sur le côté bavard. J'aime faire le travail à ma manière, à ma vitesse, qui est parfois plus vite qu'en entreprise, parfois plus lent, je le reconnais aussi. Mais j'avais vraiment ce besoin au travail d'avoir du plaisir et de m'amuser. Et je sais que j'étais nuisible pour les gens qui étaient autour de moi. Mes collègues ont passé des super moments. J'ai gardé des très bons contacts avec les gens avec qui je travaillais. Mais je sais qu'ils étaient moins performants vu que tout était basé sur la performance. On voyait les chiffres à la fin du mois. Sûr. Et leur nombre de dossiers traités était beaucoup plus faible quand ils étaient assis à côté de moi. Parce que j'avais envie de déconner, de rigoler tout en faisant mon job. Il fallait que ça se passe bien. Et le faire à ma manière aussi. Et c'est ça qui posait souvent problème. J'essayais de prendre des raccourcis qui étaient fonctionnels, simplement, qui n'étaient pas corporate. Ça veut dire que je n'avais pas respecté toutes les procédures, mais j'avais le résultat. Et pour moi, le résultat prévalait sur le fait d'avoir dit à mon supérieur, j'ai fait tout comme tu m'as dit. Surtout quand tu t'es fait chier pendant une dizaine d'années à l'école et que tu attendais qu'une chose, c'était quitter cet environnement. Et que tu te retrouves dans un école bis derrière. J'ai travaillé vite fait aussi à la banque, moi aussi à la Société Générale.
Et il m'avait enfermé Enfin, il m'avait enfermé. Ils avaient délocalisé mon bureau aux archives pour que je traite des dossiers, je sais pas quoi, parce que tout simplement, je faisais que de déranger tout le monde. C'était horrible. On était fait pour se rencontrer. Exactement. Et du coup, ouais. après, donc, tu refais 1 an et demi de supplémentaire dans une nouvelle banque parce qu'ils t'avaient promis un gros salaire. Et tu continues de te faire chier. Exact. Parce que t'aimes pas et parce que tu travailles pas assez ou parce que... Non, c'est exactement le même job et ouais, vraiment, ça me plaisait pas. C'était pas mon univers. Je le faisais, j'appliquais ce que je devais faire, mais sans conviction, sans plaisir, sans but. Et du coup, au bout d'1 an et demi, tu te rebarres. Exact. Et tu fais quoi? Et ben là, je change diamétralement d'univers. Ouais. Je pense que j'en ai rencontré pas mal des gens qui, comme moi, étaient dans la finance et sont repartis après pour travailler un peu plus dans l'humain, on va dire. Oui, je pense que c'est assez courant. Ouais, et il y a un besoin de, voilà, exactement, trouver du sens. Et c'est pour ça que je suis parti travailler en crèche. Ok. Donc voilà, et là, j'ai fait 6 ans. 6 ans de crèche. Ok. D'abord, c'était juste un stage. Puis à la fin du stage, j'ai vu que j'avais du plaisir à être là dans ce métier-là. J'avais l'impression que ça avait du sens. Et aussi, j'étais dans l'humain. Et surtout, c'est un métier très dynamique. On bouge tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, on doit être tout le temps en alerte. Et ça, je pense que c'est vraiment lié au fonctionnement de mon cerveau. Dès que c'est tranquille, je m'ennuie à mourir. Et j'ai besoin d'être en alerte. Et s'occuper d'enfants, voilà, il faut, entre tout ce qu'on a à faire comme tâche, plus le fait qu'il faut les surveiller, être certain que tout le monde va bien et tout, ça fait que mon cerveau est tout le temps en train de tourner à 100 à l'heure. Ouais. Et ça me maintenait éveillé. Et c'est quelque chose que j'ai fait vraiment pendant des années, quoi. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais commencé à avoir ta passion pour les jobs que tu fais actuellement ou pas du tout? Alors, on va dire que j'ai d'abord été passionné par la bière. Okay. C'est vraiment un univers qui m'a passionné, les différents types de bières, sa consommation bien évidemment, hein. Ouais. Mais à un moment je me suis intéressé. Il faut savoir qu'on est passionné d'alcool, donc maintenant ça va parler de ça. Ça risque de basculer dans l'alcool. Et oui, il y a eu un moment charnière où je travaillais en crèche et que j'ai commencé à me passionner pour les spiritueux, l'alcool en général. D'ailleurs, on parle de crèche, on entend peut-être un enfant. Si... Ouais, il y a peut-être un enfant dans le fond qu'on entend pleurer. Je peux aller m'en occuper, puis je reviens si vous voulez. Mais voilà, donc oui, j'ai développé ma passion pour le monde de l'alcool en général, du temps où je travaillais en crèche. J'ai essayé de faire de la bière avec des amis au moment. Ah, t'as essayé de faire genre une microbrasserie, un truc exactement. Comme ça? Exactement. Okay, alors je suis, vu que j'ai un caractère geek, j'ai appris énormément de choses sur le monde de la bière. Je suis très content de le savoir. Mais malheureusement, j'étais très nul à ça. T'étais nul? Ouais, j'étais nul. il faut pas se leurrer. C'était dégueulasse à la fin. C'était dégueulasse. Ouais. Et surtout pire que les pires trucs qu'on connaît, genre. T'as fait moins bien que Cronenbourg? Non, c'était quand même meilleur que Cronenbourg. J'ai quand même des valeurs, monsieur. Mais, honnêtement, j'ai essayé une fois aussi, tu sais, avec les espèces de bacs, plastoc. Voilà, exactement. C'était abject. Ouais. J'en ai même ouvert une où j'ai repeint le plafond. J'ai la même expérience, de la surfermentation du truc. Et ouais, c'était dégueulasse. Mais après, c'est parce que ils te filent le packaging de base, quoi. Ils te filent les houblons de base. Enfin, tu peux pas faire ta propre popote. Mais... Après, l'idée, c'est vraiment de comprendre que dans la bière, il faut d'abord savoir être très propre. Ouais, et ensuite savoir faire une bière. Ça veut dire, c'est le problème sanitaire, du contrôle des températures. T'as beau désinfecter toutes tes casseroles et tout, ça suffit jamais. Donc, c'est ok, je savais pas. Et, mais les gens avec qui tu as fait de la bière, eux, ils ont continué après à bosser dans non, ça c'est vraiment, on a tous pris la décision unanime d'arrêter. C'était un peu pour le plaisir. Bien sûr que les amis avec qui je faisais ça n'avaient pas de vocation à en faire une affaire. C'est juste moi, j'avais une passion, je développais une passion pour cet univers et je savais qu'en moi, j'avais l'envie d'ouvrir quelque chose. Tu avais la fibre supérieure entrepreneuriale que eux n'avaient pas du tout. Exactement, eux, c'est pour le plaisir. Ok. Ouais, exactement. Ouais, j'arrive pas à réfléchir comme ça, moi. Moi non plus, si je touche quelque chose où je me dis je peux le répéter et ça se vend, autant le faire comme ça plutôt que juste s'être amusé. Alors que je me suis bien amusé, mais je m'amuse très bien à faire du business aussi. Ouais, clairement. Donc voilà, vraiment. Alors ça, c'était vraiment une tentative qui a été vite avortée. Ouais. Par contre, je me suis fait beaucoup d'amis dans le monde de la bière à Genève et en Suisse. Des gens avec qui j'ai tenté de faire des affaires aussi par la suite. Il y a quelqu'un, on en parlera, avec qui j'ai fait du whisky. Justement, pour replacer le contexte pour ceux qui ne le savent pas encore, pour faire un whisky, il faut avoir fait de la bière avant qu'on va distiller. Exactement. Vraiment résumé. Le whisky, c'est la bière, c'est de l'alcool de céréales fermenté. Exact. Et le whisky, c'est grosso modo de la bière non houblonnée
qu'on aura distillé par la suite, exactement, et qu'on a vieilli. Et donc voilà, justement, au moins les gens que j'ai rencontrés à travers ce parcours, et même pour être honnête, c'est des parents dont je me suis occupé de leur enfant en crèche, qui sont devenus brasseurs. Okay. Ah oui. Et voilà, vraiment les mondes sont tous connectés. Genève, c'est un petit village. Et donc voilà, je me suis occupé d'enfants. J'ai sympathisé avec les parents, ils sont devenus brasseurs. Moi, j'étais dans cette période aussi où j'essayais la brasserie. Et par la suite, on est restés amis, on a fait des affaires ensemble où j'ai justement brassé chez eux un alcool que j'ai ensuite distillé et qui est encore en train de vieillir, qui va bientôt fêter 3 ans en février. Ah, c'est vrai? Et donc, qui est en barrique depuis 3 ans là. Exact, et qui sera mon premier whisky. Et c'est toi qui l'as distillé? Alors, je suis allé à la distillerie et je l'ai distillé avec le maître distillateur. Ok. Bien sûr. Ça, c'est cool ça. Ouais, alors écoute, je me réjouis de découvrir ça. Et tu l'as goûté récemment ou pas? Pas très récemment, mais c'était assez sympa, très fort, parce que voilà, à haut degré, il y a eu un problème avec la bonde, donc qui est le bouchon du tonneau, qui avait été mal enfoncé. Ah merde. Qui fait que j'ai eu énormément de pertes sur le fût. Donc ça, on va transformer ça sur le fait que c'est extrêmement rare. Hein, on est quand même dans les affaires. Mais c'est vrai que j'ai perdu une grande quantité du tonneau, mais l'aventure reste entière. Et il n'est pas oxydé? Non, le goût est pas du tout altéré à cause de ça. Mais voilà, ça c'est une des très belles aventures que j'ai eues dans le milieu des spiritueux. Ok. Et du coup, comment t'as basculé de passionné de bière à passionné de whisky? Eh ben, c'est grâce au grand-père de ma femme. Qui à l'époque était ma copine, et qui nous invitait à chaque Noël chez lui. Et lui, c'est un passionné, c'est un bon vivant. Vraiment, il n'est pas passionné que du whisky. J'ai bu certains des meilleurs vins que j'ai bu, c'était chez lui. Des meilleurs plats, c'était chez lui. Voilà, je dis lui, et puis sa femme aussi, la grand-mère de ma femme, qui nous faisait des plats merveilleux. J'ai découvert que mon plat favori, c'était le hachis parmentier de canard. Hein, grâce à elle qui fait ce plat. Et maintenant, bon. C'est un délice. Hein, c'est un délice. Et donc voilà, j'ai vraiment découvert de plus en plus le côté bon vivant chez les grands-parents de ma femme. Et chaque Noël, donc, il nous offrait une bouteille de whisky, ce qui m'a permis d'en avoir plusieurs à la maison. J'avais quand même compris que c'était pas les whiskies qu'il fallait boire avec du coca, et qu'il fallait boire doucement. Puis ça m'a permis, à la 3e année, de pouvoir les comparer. Tu te souviens de ce qu'il t'avait offert? Alors, il y a un Bowmore 12 ans. Je sais qu'il y a... C'est un des premiers? Un des premiers whiskies que j'ai reçu, c'est un Bowmore 12 ans. Ah, il a attaqué sévère. Voilà. Et ça a même terminé par la 3e année, je crois, par un embouteillage indépendant de Signatory. C'était un Auchentoshan de chez Signatory. Donc il t'a envoyé des trucs assez... Bon, Bowmore 12 ans, c'est pas forcément pointu, mais disons que si... faut aimer le whisky, quoi. En tout cas, on était déjà dans le single malt. Il y avait des whiskies qui étaient tourbés. Voilà, c'était du sérieux. Disons, c'était vraiment des bouteilles, en tout cas, qui pour moi, à l'époque, quand je les ai reçues, c'était vraiment des cadeaux exceptionnels. J'avais pris conscience que c'était pas la bouteille de Johnny Walker Red Label. Et puis même si tu voulais mélanger avec du coca, ce serait dégueulasse. Hein. Parce que Bowmore 12 ans, coca... Paraît quand même, j'ai entendu des rumeurs de gens très pointus dans le whisky qui disaient qu'en tout cas, le Lagavulin 16 avec du coca, c'était bon. Bon, ok. Il faudra goûter pour parce la que science. La Lagavulin, c'est aussi fumé, très tourbé, fumé. Mais après, il existe comme ça des alcools soda, ou de toute façon, déjà, on est tous passés par là, forcément. Et puis, à ceux qui nous écoutent, Gentiane, bien sûr, vous faites Gentiane de Michelot, évidemment. Gentiane Orangina, de prime abord, je pensais que c'était dégueulasse, mais on m'avait conseillé ça. Et franchement, pour avoir goûté, c'est pas le truc du siècle, et je préfère quand même Gentiane tonique. Mais Gentiane Orangina, c'est pas mal du tout. Écoute, je goûterai un Lagavulin coca. On goûtera ensemble pour en avoir le cœur net. Je sais même pas si j'ai un Lagavulin à la maison. Enfin, j'ai des trucs tourbés, ça c'est sûr. Mais donc voilà, le virus du whisky m'a été transmis. Direct, t'es tombé passionné. Oui, vraiment. En fait, ce qui m'a passionné, c'est de découvrir la variété de saveurs et d'arômes qu'il pouvait y avoir dans les whiskies, en sachant que c'était toujours les mêmes ingrédients et que ce qui pouvait varier, c'était le type de fût, aussi les ingrédients eux-mêmes. Mais on ne rajoute rien que les ingrédients principaux. Et à la fin, on a des saveurs différentes. Et ça, vraiment, ça m'a touché. J'ai été vraiment surpris. Et ça m'a surtout donné envie de me dire, en fait, chaque fois que je vais acheter une bouteille, ce sera différent. Exactement. Et donc, voilà, j'ai plusieurs choses. J'ai l'âme entrepreneur, mais j'ai aussi l'âme collectionneur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, ça t'a pris directement le virus de... Parce que moi, je suis pas très collectionneur. J'aime bien goûter plein de trucs, mais pas forcément accumuler. Sauf peut-être sur des vieilles bouteilles très rares et tout, t'as envie de les collectionner. Mais ce que tu peux trouver un peu partout, j'ai pas forcément envie de le collectionner. Mais l'alcool est très propice. Les alcools forts sont très propices, ou même le vin, à ce genre
de déviance, on va dire, parce que en fait, il y a une infinité de bouteilles, une infinité de goûts. Enfin, c'est un monde qui ne peut pas se terminer, quoi. On peut toujours trouver une nouvelle méthode, une nouvelle idée, et puis même sans vouloir réinventer la roue, en refaisant les mêmes mouvements, les mêmes gestes et les mêmes produits, il y aura probablement un résultat différent à la fin. Ah bah c'est sûr. C'est ça qui est passionnant encore plus dans C'est pour dans ça le monde du whisky. qu'on a de l'assemblage à la fin. Exact. Parce que même en refaisant perpétuellement le même alcool, bah tu te retrouves avec des goûts qui sont différents puisque bah, tous C'est les dans le microfacteurs, vieillissement, les exactement, fûts, ouais. chaque chose donne une identité différente. Mm. On va pas faire un cours de geek de spiritueux, mais globalement, oui. Ensuite, il faut tout assembler pour avoir une gamme qui soit cohérente et qui ait le même goût année après année, alors que les jus de base, eux, n'ont pas le même goût. Exact. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as collectionné en premier? Alors j'ai vite été marqué au début par les whisky tourbés. Donc Ouais. c'est devenu vraiment l'univers que j'ai exploré. T'es rentré dans le dur direct. Exactement. Bah, en fait, c'est souvent le fait de se prendre une claque, comme on dit, qui fait qu'on est marqué. Et la tourbe, ouais, ça m'a vraiment marqué. Je suis parti surtout sur les hardbags. Ok. J'ai commencé à les collectionner. J'en ai accumulé un sacré nombre. Tu sais combien t'en as à peu près? En tout, alors Parce que Hardbag sort beaucoup d'éditions limitées. Exactement. Alors là, j'ai complètement levé le pied. J'ai arrêté de collectionner. Mais disons que voilà, sur la grande collection que j'ai de 300 bouteilles, Ah ouais. à titre privé, ça c'est la collection Ok. privée. J'ai aussi une collection dans l'entreprise qui doit aussi faire à peu près 300. Même si j'ai vendu récemment 120 bouteilles à un seul client. Ok. Donc voilà, ça fait du bien ça fait du beurre dans les épinards. Mais dans ma collection privée, voilà, j'ai 300 bouteilles et je pense qu'il doit bien en avoir, 60 qui sont juste des bouteilles de hardbag. Bon, édition limitée à chaque Des fois. éditions limitées, Ok. aussi des standards, parce que vraiment c'est celle qui m'a le plus marqué à l'époque. C'est ta distillerie préférée, tu penses? Je pense que c'était ma distillerie préférée. Ok. Oui. Ça a changé? Bah, je pense que c'est quand même en train de changer parce que je les ai longtemps défendus Ouais. et j'admets que la qualité a nettement baissé pour pouvoir plaire de plus en plus Bien sûr. Ouais. à tout le monde. Mais avant, je pense qu'il y avait malgré tout cette envie de plaire avec des très bonnes choses. Alors que là, maintenant, c'est un peu plus consensuel. Les éditions se suivent et se ressemblent un peu. Le marketing pardon, est très bon. Je reconnais que ça, c'est vraiment Ouais, c'est vrai, ouais. ils ont une puissance incroyable, des idées vraiment innovantes. Mais voilà, j'ai fait un peu le tour de la question aussi. Alors, pour pas dénigrer non plus la marque comme ça, c'est aussi mon cheminement personnel qui fait que moi, je m'éloigne Oui, bien sûr. de ce type de produit. Si maintenant on propose un single cask de chez Hardbag, comme ils en sortent de temps en temps, je suis très majoritairement friand de ce genre d'édition. Ok. Et tu penses que qui est devenu ta distillerie préférée? Toujours en Écosse? Oui, je pense que malgré tout, on va rester en Écosse. Il y a des projets, on va dire, comme par exemple Daft Mill, Ok, ouais. qui, eux, non seulement par la qualité de leur travail, le côté aussi de leur histoire de paysans, de fermiers, qui ont pris le temps de faire du whisky parce qu'ils avaient d'autres activités en fait qui leur rémunératrices, Ouais. qui leur a permis vraiment de prendre le temps de développer leur style, leur whisky, d'attendre 10 ans avant de se lancer. Voilà, ça c'est vraiment des projets qui m'ont vraiment marqué et que j'apprécie vraiment. Des choses comme Waterford aussi? Alors Waterford, oui, alors ce que j'ai apprécié chez eux, en tant que geek, c'est que pour moi, ils m'ont apporté ce que je recherchais. Beaucoup plus d'informations, cette idée de terroir, de vraiment se dire chaque type de grain, qu'est-ce qu'il apporte en plus, quelle est sa spécificité. Malgré tout, à leur désavantage, c'est qu'ils ont touché les geeks. Et ils ont sorti un nombre d'éditions incalculable. Ouais. Et ça, les geeks, à un moment, on le voit venir. Et tous à l'unisson, on débranche la prise. Ouais. Et ça a été problématique pour eux, même si là, maintenant, on sait que c'est Waterford, c'est un projet qui est terminé. Ouais. Peut-être qu'il sera racheté. Ce que j'aime dans le monde du whisky, c'est que ce n'est jamais terminé. Il y a beaucoup de distilleries dans l'histoire qui ont fermé leurs portes et qui ont réouvert, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il reste des tonneaux qui vieillissent. Et le whisky prend de la valeur, du goût et de la valeur. Donc Exactement. Un jour, la masse de tonneaux en train de dormir prend plus de valeur que les dettes qu'ils avaient. Et puis on relance la machine. À la fois une bonne chose dans le milieu de l'alcool, c'est ça, c'est que tu peux avoir cet effet phénix de renaissance de vieilles distilleries qui sont mortes à une époque où c'était compliqué, mais qui ont toujours un stock qui se valorise année après année. Mais c'est aussi le revers de la médaille qu'on connaît en ce moment
avec beaucoup de distilleries, et cette fois, c'est une crise qui est quand même mondiale. Donc peut-être que certains pays sont moins touchés, comme les États-Unis, mais globalement en Europe, c'est très dur, qui est que l'alcool est par essence, enfin les spiritueux, c'est par essence un business de long terme, ce qui fait qu'au moment où tu n'as plus de rentrée d'argent parce que tes ventes dégringolent, et que tu fais des alcools qui vieillissent, tu es toujours obligé de garder la même cadence de production, parce que si dans 10 ans le business s'est retourné, cette fois ça se vend extrêmement vite, bah, tu payeras ton manque de production d'il y a 10 ans. Et que ce soit à Cognac en ce moment même ou en Écosse, on sait qu'il y a des chômages partiels, des gens qui sont mis sur la touche, mais qu'on ne licencie pas, qu'on garde de côté un peu comme une armée de réserve, parce que on gagne plus assez d'argent pour pouvoir les payer et les garder en poste. Mais il faut que la distillerie continue de tourner à plein régime, parce que si dans 10 ans, on doit recruter massivement et vendre à fond, si on n'a plus de matière première, en fait, là, c'est terminé, puisque les courbes se croisent et tu n'arriveras jamais à rattraper ton retard. Au moment du retour, voilà. Ceux qui n'ont plus rien à vendre ont perdu 2 fois. Ont perdu pendant la crise et ont perdu au moment que ça revient. Exactement. Donc c'est un business qui est quand même très particulier, et c'est pour ça que tu as cet effet phénix de renaissance de certaines boîtes qui est assez intéressant. Mais je faisais ce petit point pour qu'on comprenne vraiment que, ce particularisme du temps long. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas tricher. C'est un des derniers domaines où tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas faire de trucs accélérés. Quelque chose qui a 10 ans, il a 10 ans minimum. Et basta, tu es obligé d'attendre 10 ans en fait. Donc tu as ce phénomène de génération, de grandes familles avec plusieurs générations qui se succèdent, d'héritage, de renaissance, etc., etc. Revenons-en à nos moutons. Donc tu commences à collectionner des bouteilles, tu tombes amoureux du whisky. Exact. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà sur les réseaux sociaux ? Alors c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé. Okay. Et pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux ? Je me suis lancé parce que je sentais que les gens autour de moi ne pouvaient plus du tout m'entendre parler whisky. Ma femme ne pouvait plus, elle a fait beaucoup d'efforts, elle a appris plein de choses. Elle regrette pas tout ce que je lui ai appris, je pense. En tout cas, j'espère. Elle en boit ou pas ? Alors, avec moi, elle en a bu. On a fait un voyage initiatique en Écosse. À un moment de la vie de ma femme, j'avais déjà donc lancé les réseaux sociaux, donc la page Whisky is the Limit, qui à la base était juste une page pour découvrir le monde du whisky, mon cheminement pour découvrir le monde du whisky. Et un jour, ma femme était au travail et elle me dit « c'est plus possible, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de voir du pays, j'ai pas envie de... » Voilà, au travail, ça devenait difficile pour diverses raisons. Elle me dit « il faut qu'on parte ». On venait de se marier et ça devait être justement notre voyage de noces. Et je lui dis « écoute, elle me dit « on part plusieurs mois ». Je lui dis « Plusieurs mois ?» Plusieurs mois. Et elle me dit il faut qu'on parte. Je lui dis écoute, demain matin, je vais au travail. Je travaillais à la crèche à l'époque. Je lui dis demain matin, je démissionne. Okay. Par contre, dans ce voyage de 3 mois, on va en tout cas 1 mois en Écosse. Elle me dit ok, c'est parti, on fait ça. Le lendemain matin, je suis allé au travail. Bonjour, je démissionne. Okay. J'ai terminé mon temps et ce qui nous a laissé le temps d'organiser le voyage. Et on a organisé donc un voyage, 1 mois en Écosse, 1 mois et demi au Canada et puis 2 semaines aux États-Unis. New York. Et ce qui a été incroyable, c'est que, alors juste avant le départ, elle me dit bon, je sais que tu as envie de visiter des distilleries. Sur 1 mois, je pense qu'on en fait 5. On va pas non plus faire que ça. Puis on va en faire beaucoup plus. Ouais, je lui ai juste dit oui, on verra bien, on verra bien. Et on a fait plus d'une vingtaine de distilleries. Mais il n'y a que ça à faire aussi en Écosse. Les distilleries sont les musées de l'Écosse. Ça veut dire que si on veut découvrir le pays, les régions, la culture, les traditions, il faut aller visiter les distilleries. Et peut-être qu'il y a le petit musée d'un sujet XY dans le même village. Mais si on veut découvrir les gens, la culture, les origines et ce qui passionne les gens là-bas, autant aller visiter les distilleries de whisky. Et parce que aussi l'Écosse, c'est pas séparable du whisky, parce que c'est vraiment l'identité du pays. Parce que on fabrique aussi beaucoup de whisky en Écosse à cause de leur histoire, notamment de leur guerre avec l'Angleterre, où ils se reculaient au fin fond des terres écossaises pour pouvoir distiller et être tranquille. Donc oui, enfin, en Écosse, il y a pas, dès qu'on sort de quelques villes, et sachant qu'il n'y a pas 10 milliards de villes, en fait, il n'y a que des distilleries. Tu vois, sur l'île d'Islay, l'île de Skye, au-delà, il y a le paysage, bien somptueux. Alors bien évidemment. Mais il fait que de pleuvoir, il y a du vent de fou, donc tu vas pas rester toute la journée dans le paysage, surtout pendant 1 mois. Donc après, il y a quoi d'autre ? Il y a des distilleries et des pubs.
Exact. Et c'est là où on rencontre vraiment les gens qui font ce pays. Alors voilà, moi dans mes expériences de visite de distillerie, je pense qu'il y a quelque chose de passionnant, c'est que souvent, donc les tour guides, là, les gens qui nous font la visite, il y a deux profils. Généralement, ça dépend des distilleries, mais dans les plus grosses, il y a deux profils. Il y a les étudiants qui font ça pour gagner de l'argent, et il y a les retraités qui font ça pour avoir un petit salaire en plus avec les petites retraites. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est de tomber sur les retraités. Parce qu'en fait, ils sont garants de l'histoire de la région, en fait. Et ils t'expliquent le whisky, non pas juste avec, comme feraient peut-être les jeunes qui ont appris le texte un peu par cœur. Dans cet alambic, on met 20 000 litres, dans celui-ci, on met 10 000 litres, je vois bien. Dont on se fout complètement. On a des gens qui nous disent 2-3 phrases un peu corporate. Voilà, bon, ça c'est l'alambic, ça c'est la cuve. Et puis une fois, avec 15 mecs, on était autour de cette cuve, on a fait une grande fête, et ils nous racontent des événements qui nous intéressent, en fait. Je veux dire, qui sont vraiment passionnants. Et voilà, ils nous montraient, ça me rappelle, bon, il faut pas fumer dans la vie, mais il nous expliquait, c'est interdit de fumer maintenant dans les salles où il y a les alambics, parce qu'une moindre étincelle avec les vapeurs d'alcool, ça pourrait tout faire sauter. Puis après, il nous raconte qu'il y a 20 ans, tout le monde fumait, en train de bosser à l'intérieur. Et voilà, c'est ce monde-là qu'on a aussi envie de découvrir quand on visite une distillerie, quoi. Toutes les distilleries ont fini par cramer un jour ou l'autre dans leur histoire. Hein. C'est vraiment le business où t'en as une sur deux qui a fini par cramer à un moment. Ouais, alors voilà, peut-être que c'est lié à la cigarette, donc ne fumez pas. Mais... Fumez pas dans les distilleries, en tout cas. Surtout quand il y a un stock de milliers de fûts remplis d'alcool qui fait que l'incendie ne s'arrêtera jamais. Hein. Et donc là, tu fais tout ton voyage. Je fais le voyage qui vraiment... Tu l'as documenté sur les réseaux sociaux ? Exactement. Et c'était il y a combien de temps C'était en 2017-2018. Ah ok, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc moi j'ai commencé en 2018 sur les réseaux sociaux. Ok. Donc on a dû commencer à se suivre mutuellement peut-être à la fin de ton voyage. À la fin du voyage probablement. Ouais, exactement. Ok. Et donc voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup plus de légitimité dans le milieu, parce qu'à la base c'était simplement parler de spiritueux et de whisky, et puis rencontrer une communauté. Ça aussi, ça a été un net avantage pour moi, et puis pour découvrir, pour me tenir à jour. J'ai rencontré des communautés qui se regroupaient sur Instagram principalement pour discuter de spiritueux à longueur de journée. Donc voilà, j'arrêtais d'un peu de saouler ma femme, et je pouvais juste saouler les gens et puis être saoulé par ceux qui voulaient me parler whisky. J'avais trouvé mes geeks. Et le fait d'avoir fait ce voyage, d'avoir rapporté autant d'informations, ça m'a vraiment créé une espèce de légitimité qui a fait que j'ai su aller pousser certaines portes de grands groupes en leur disant je suis entre guillemets influenceur dans les spiritueux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis là ça m'a ouvert de belles portes pour faire des voyages, aller visiter les distilleries qui me plaisaient le plus, des événements, des lancements, j'ai pu aller en Écosse, j'ai pu aller à Londres, pour des événements liés au whisky. Et j'ai creusé un peu ma place dans ce milieu, c'était bien. Et j'ai lancé aussi à ce même moment-là les dégustations. Ça, c'est vraiment ma première, la première chose d'entrepreneuriat que j'ai fait. C'est ça, parce que encore les réseaux sociaux, je gagnais pas du tout d'argent pour le faire. Hein, c'était juste de la passion. Et le but, c'était de trouver comment rendre ça rentable. Et j'ai organisé des premières dégustations de whisky. Grâce à un ami, on était à une dégustation dans un salon à Genève. Et puis, il se retourne, puis il me dit, mais attends, mais c'est ce mec, il est en train de parler là, mais pourquoi c'est pas toi qui parle? Pourquoi c'est pas toi qui fais la déguste? Tu peux le faire, tu connais autant de choses que lui, voire plus. Et on n'est pas humble, je suis pas très humble, même si en Suisse on l'est généralement, mais voilà, quand même, je remarquais quand même que j'en savais probablement plus que celui qui était en face de moi. Et puis sur les conseils, ou les encouragements plutôt de cet ami que je salue, salut GG, merci encore. J'ai organisé mes premières dégustations, et je parlais des whiskies, des grandes marques. Je prenais un Aberlour, un Bowmore que je présentais, et je les vendais même pas à la fin. J'avais pas encore de site de vente ni rien, je parlais juste, puis les gens avaient envie d'acheter. Puis je réalisais, j'encaissais mon petit salaire d'avoir fait ces dégustations, mais j'avais rien à leur vendre, alors qu'ils étaient très intéressés à acheter. Je me dis non, mais ça faut vite pallier à ce problème. J'ai commencé à acheter du stock, tout simplement, des bouteilles que je présentais. Et comme ça, à la fin, si vous les achetez, et j'ai lancé mon site whiskiesdelimite.ch où je vendais les bouteilles des grands groupes. Au début, tu faisais caviste, tout simplement. Exactement, un peu ambulant, parce que je changeais de bar à chaque fois pour faire des présentations de mes whiskies. Et ça marchait bien? Oui, ça marchait bien. En fait, donc tu prenais de l'argent sur la dégustation.
Oui. Plus Une marge sur les bouteilles. une marge sur les bouteilles. Et en fait, j'avais le lieu de dégustation qui était très chaleureux parce que c'était chaque fois dans un bar, un restaurant. Ouais. Et on faisait ça les lundis ou les mardis, des soirs où les bars remplissent pas. Et ça permettait au bar, lui, de vendre quelques bouchées qu'on mettait en même temps pour accompagner la dégustation. Ça, c'est lui qui les vendait, mais c'était dans un package. Moi, je partageais l'argent à la fin avec lui. Et les gens étaient venus boire une bière avant, buvaient un petit cocktail après. Et au final, voilà, ça a été vraiment win-win-win. Ouais. On était tous gagnants de ce type d'événement. Et donc j'ai commencé à vendre ces bouteilles que j'apportais sur place ou bien qui étaient vendues sur le site par la suite. J'ai racheté une collection de whisky d'un magasin qui fermait. En gros, je vais visiter, j'ai dû faire 1 heure de train pour aller voir cette collection. Ok. Puis en gros, moi je me suis dit, je vais faire un peu sélectionner quelques bouteilles qui m'intéressent là-dedans. Puis la vendeuse me dit, alors la personne qui vendait la collection, elle appartenait à son père qui était caviste, qui a arrêté des soucis C'était un de business santé, qui fermait. Hein. Exactement. Ok. Et puis en gros, je lui dis, j'aimerais ces 20 bouteilles là sur les de 200 machin. Il me dit non. Elle m'a dit, tu c'est fais tout chier, ou rien. toi. Je lui dis non mais attends, j'ai pris le train et tout machin, je vais pas pouvoir ramener toute cette collection. Je peux prendre 20 et tout. Puis elle me dit non, mais puis je dis dommage, hein, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Puis elle me dit mais vous m'avez pas demandé le prix. Puis je dis c'est combien? Et elle me dit, en gros, c'était l'équivalent de 10 000 francs, 10 000 euros, pour résumer. Comparé à la valeur qu'il y avait en face de moi qui n'avais pas dans mes poches, j'avais pas 10 000 euros. Ouais. Je lui ai dit, bougez pas. Je suis allé faire 2-3 coups de fil à des proches. J'aurais dit, tu peux me prêter 5 000? Tu peux me prêter 5 000? Ouais. Je retourne, ok, je prends tout. Ok, mais il y avait des belles bouteilles dedans? Il y avait des belles bouteilles, ouais. Ok. Pour dire, j'en ai revendu une partie de cette collection. J'ai dit là que j'ai revendu là récemment une partie de ma collection à un privé qui vient d'apprendre maintenant le prix combien j'avais payé la collection. J'avais dépensé 10 000 et je l'ai revendu 10 000. Ok. Donc, qu'une partie. Aucune partie. Et puis là, mais il me reste maintenant. Il a pris les meilleures bouteilles. Hein, il était Bien intéressé sûr. par les plus belles. Mais voilà, il me reste maintenant une grande partie de collection qui va partir progressivement. Après cette collection, elle m'a vraiment suivi. Hein. J'ai dû la déplacer de cave en cave, 200 bouteilles, tu m'étonnes. À chaque déménagement, je devais trouver un nouveau lieu de stockage. Donc voilà, j'ai jamais cassé une seule bouteille. Alors, je touche du bois, il faut que ça continue comme ça. Mais vraiment, ça a été autant une bénédiction qu'un fardeau à transporter. Quoi. Ah, je viens de déménager, ça va faire 1 an que j'ai déménagé, j'ai peut-être 250 bouteilles à bouger. C'est la moitié du poids du déménagement. Ouais, clairement. Et c'est au-delà des meubles, du lit et tout, on se rend pas compte, mais ça prend une place. Ouais. J'ai acheté des racks comme des racks Ikea, les trucs métalliques d'entrepôt pour stocker le dos de bouteille pour que ça traîne pas par terre. Donc je comprends cette douleur. Ouais. Voilà, ça c'est la collection donc entreprise. Puis j'ai aussi ma collection privée à la maison qui est aussi sur des racks dont les pales sont un peu penchées comme ça. Exactement. Mais voilà. Donc t'as fait ces dégustations. Tu commences à être caviste en ligne. Oui. Ça marchait bien. Ça marchait, ouais. Et en fait, je sentais que c'était pas assez personnel. Il y avait quelque chose de vendre le produit des autres. En fait, t'es tombé dans le piège du geek. Voilà, exactement. Je suis allé de Ultimate Geek. Voilà. T'as voulu aller trop loin. Je suis allé au dernier stade. Le dernier stade qui était, il y avait 2 options dans ma tête. C'était ouvrir une distillerie ou devenir embouteilleur indépendant. Tu voulais même pas ouvrir une cave physique dans Genève Alors, j'ai hésité justement à ouvrir un... Parce que maintenant que t'avais une collection plus des clients fidèles... J'ai hésité justement à ouvrir un bar. Un bar à whisky. Et voilà, j'ai compris. Alors, j'ai la fibre d'échanger avec les gens, il n'y a pas de souci. Mais j'ai compris assez vite que j'étais pas fait pour ce milieu-là. Ouais, commerçant. Exactement. Je suis beaucoup mieux assis de l'autre côté du bar que debout derrière. Et il faut reconnaître ses forces et puis ses faiblesses. Okay. Donc voilà, j'ai pas choisi cette voie-là, ni de devenir caviste. Voilà, j'ai préféré rester en ligne et je me suis dirigé vers l'embouteillage indépendant, à la place de la distillerie, on va dire, parce qu'au final, c'était ce que je consommais de plus à ce moment-là. Je faisais goûter des whiskies de grandes marques. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un embouteilleur indépendant ? Alors, pour résumer, on va dire, pour ceux qui connaissent par exemple l'univers du vin, on va dire que c'est un négociant. C'est dans cette idée-là, moi, je me fournis en tonneau, directement en Écosse. Ou dans d'autres pays. Hein. J'ai fait aussi un embouteillage de whisky français avec Roselier, par exemple. Mais je me fournis sur le marché des tonneaux. Et à partir du moment où je suis propriétaire du tonneau, je peux décider de son vieillissement. Il y a quelques règles obligatoires. Hein. Je ne peux pas prendre des fûts exactement ce que je veux, mais
quand même, le choix est large. Et tant que je respecte les lois écossaises, je suis libre de faire vieillir ce tonneau à ma manière et de créer une édition qui m'appartient vraiment. Par exemple, j'ai fait un fût de whisky de Benriach qui a été vieilli dans un fût de Banyuls. Et ça, en l'occurrence, à moins que les choses aient changé, Benriach n'avait jamais fait de whisky Benriach en fût de Banyuls. Ce qui veut dire que moi, je peux présenter ma version, vraiment qui est atypique. Déjà, et je crois que c'est aussi ce qui a un peu guidé mon cheminement à travers cette marque Whiskies de Limits que j'ai lancée. Donc voilà, c'est le nom réseaux sociaux s'est transformé dans le nom de marque de l'embouteillage indépendant. Et c'est vraiment l'atypicité, trouver des vieillissements qu'on voit peu et puis essayer de les mettre en avant, même si quand j'ai un whisky relativement classique que je trouve très bon, exceptionnel, je n'y touche pas. C'est pas obligé d'essayer d'être atypique. J'aime bien aussi des whiskies classiques. Parce que la remarque que moi j'ai souvent eue sur les réseaux sociaux de la part de gens qui ne sont pas initiés au monde des spiritueux et qui ne savent pas que les embouteilleurs indépendants représentent une très très grosse partie des bouteilles qui sont vendues, enfin une très grosse partie. Ils sont dans le milieu, en tout cas des amateurs éclairés de spiritueux. Ouais. C'est une assez grosse partie des marques connues et des geeks, disons, respectés. J'ai souvent eu la question en lien avec la marque Maquisard qu'on a fait, qui est donc une marque d'embouteillage indépendant de spiritueux français, donc achat de tonneaux précis avec une identité forte et embouteillage sur notre marque. Les gens me disaient, mais à quoi ça sert ? La marque de base peut très bien le faire elle-même. Bien sûr. Donc, en fait, vous êtes juste un intermédiaire de plus qui va faire augmenter le prix de la bouteille. Donc, moi, je leur répondais à ces gens-là, j'avais même fait un podcast, mais toi, qu'est-ce que tu leur dirais du coup ? Déjà, il faut comprendre que le lien qui existe entre les embouteilleurs indépendants et le monde des grandes marques de whisky existe depuis très longtemps. Si on veut même pousser le bouchon le plus loin possible, on peut considérer que Johnnie Walker, donc une des marques les plus célèbres du monde, Johnnie Walker est un embouteilleur indépendant à la base. Avant d'être dans le conglomérat Diageo, tout ça, à la base, c'était une épicerie qui achetait des tonneaux dans diverses distilleries et qui servait les gens venaient avec leurs bouteilles et remplissaient de leur épicerie des tonneaux. Donc pour dire, il y a même des très grands noms comme ça. Quand les gens ne connaissent pas l'univers, il faut considérer que ça existait déjà depuis très longtemps, ce côté embouteillage indépendant. Et il y a une collaboration, voire une symbiose si on veut vraiment pousser plus loin. Mais en tout cas, l'un a besoin de l'autre. Parce que ce que vont faire les embouteilleurs indépendants, les très gros, vont acheter des grandes quantités de distillats. Donc vraiment, l'alambic vient de cracher le liquide. Et ça, c'est vendu à des embouteilleurs indépendants. Pour une distillerie qui doit généralement attendre 5, 10 ans, 20 ans pour sortir un whisky, là, il y a quelqu'un qui vient et qui met du cash frais à la minute où ça a été distillé. Alors typiquement, dans le monde du gin, ça surprend personne parce que tout est distillé et directement mis en bouteille et directement vendu. Mais pour un univers où il faut être patient, quelqu'un qui vient et qui met de l'argent tout de suite sur la table, c'est clair que c'est bénéfique. Et c'est après l'embouteilleur indépendant qui prend le risque du vieillissement, parce qu'on voit aussi le vieillissement du regard on n'a qu'à attendre et après c'est bon et après on vend. Mais au final, dans le vieillissement, il y a des risques, il y a des risques de fuite, des risques que le whisky tourne pas bien. Voilà, c'est vraiment une vraie mission. C'est pas juste attendre et ça vaut plus cher et c'est meilleur, quoi. Et donc voilà, cette collaboration a toujours existé, même si en fonction des pics de consommation, on a l'impression que les embouteilleurs indépendants sont de trop. On nous traite un peu moins bien, on a moins de tonneaux à vendre, ils coûtent extrêmement cher, on n'a pas le droit d'utiliser le nom de la distillerie. Et puis dès que le marché est un peu en baisse, on a de nouveau ces opportunités d'avoir des whiskies moins chers, d'utiliser les noms des distilleries. Ça aussi, c'est quelque chose qui choque les nouvelles générations. Et de se dire, on a le droit d'utiliser le nom sur ma bouteille. Quand j'ai acheté un tonneau de chez Benriach, c'est marqué Benriach. À Beurre-Lourd, c'est marqué à Beurre-Lourd. Mais pendant des périodes où on n'a pas le droit de mettre ce nom-là, en fonction de quand on a acheté le tonneau. Et ça choque les gens parce que, par exemple, maintenant qu'il y a des grands groupes, comme par exemple Moët Hennessy, le groupe LVMH, qui possède des distilleries, on peut comprendre qu'un groupe qui a défendu ses marques bec et ongle dans le monde du champagne, dans le monde du luxe, où à protéger les noms, c'était le même budget que pour produire les produits. C'est vraiment choquant de dire, il y a un tonneau de hardbake qui va être vendu, puis les gens vont avoir le droit de mettre le nom dessus. Oui, ça joue pas. Ils perdent le contrôle exactement. Du coût final de ce qui va être vendu. Donc voilà, maintenant on est dans une période où les gens sont un peu plus choqués par ça, mais dans l'absolu, ça a toujours été une symbiose entre les embouteilleurs et les grands groupes, les grandes marques. L'exemple que je donnais souvent aussi, c'était Gordon & MacPhail. Ouais. Qui est du coup un embouteilleur indépendant, ou du moins qui a joué ce rôle pendant maintenant quasiment plus d'un siècle, voire 2 siècles.
qui expliquait à l'occasion de la dégustation du plus vieux whisky du monde quand c'était un 80 ans avant le 81 ans de Macallan, l'importance des embouteilleurs indépendants, puisque le plus vieux whisky du monde était un Gordon and MacPhail 80 ans, mais en réalité le jus à l'intérieur, le whisky, était un Glenlivet 80 ans. Donc c'est Gordon and MacPhail qui a acheté un fût il y a plus de 80 ans à distillerie Glenlivet, et il expliquait qu'à cette époque-là, Glenlivet et bien d'autres n'allaient pas du tout bien économiquement, et que Gordon et MacPhail, qui eux avaient les reins un peu plus solides, ont arrosé de cash tout le monde en récupérant plein de fûts et en permettant à cette distillerie de continuer à vivre, en du coup stockant, puis eux après ils allaient revendre leurs bouteilles sous le nom Gordon and MacPhail en faisant leurs propres assemblages et leurs propres vieillissements. Mais du coup en Écosse, un indépendant comme un embouteilleur indépendant comme Gordon and MacPhail est bien plus respecté parce que beaucoup de distilleries savent qu'elles doivent leur survie au fait d'avoir délégué le risque pour pouvoir continuer à produire. Et certaines des éditions sont incroyables. Chez par exemple Gordon and MacPhail, il y a des collaborations avec Glen Grant, avec Mortlar, avec Macallan, où certains des meilleurs Macallan viennent de chez Gordon and MacPhail. Oui, mais la notoriété est double. Macallan profite de cette notoriété gagnée par Gordon and MacPhail aussi, et les deux gagnent de l'autre, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on voulait essayer de mettre en place et qu'on essaye toujours de mettre en place, mais c'est assez dur en France, sur des spiritueux français avec notre marque aussi Maquisard, parce qu'on a un problème en France en ce moment, à l'heure actuelle, qui est notamment bien compréhensible autour du Calvados et de l'Armagnac, et maintenant du Cognac, qui souffrent à cause de la Chine et des États-Unis, qui sont des alcools, pour le Calvados et l'Armagnac en tout cas, qui ne se vendent pas. Tu es à 4-5 millions de bouteilles par an. S'il y avait beaucoup d'embouteilleurs indépendants, même qui deviendraient potentiellement des géants, qui achèteraient ces tonneaux-là et chargeraient de la vente, du marketing, mais tu aurais les distilleries du coin, les plus petits aux plus grosses, qui continueraient à cracher du distillat tous les ans pour pouvoir faire des vieillissements et alimenter ces embouteilleurs indépendants. Donc, l'embouteilleur indépendant ne sert à rien et à une image de voleur de fût quand il est tout petit, mais à partir du moment où il devient tellement gros que tout le monde pense qu'en fait il est une distillerie lui-même. Il est légitime. Parce que dans le Calvados et dans l'Armagnac, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont à la fois arboriculteurs, donc qui ont les pommiers, ou vignerons qui ont les vignes, distillateurs et éleveurs. La plupart des marques qu'on peut connaître en Armagnac, enfin peut-être pas la plupart, je ne sais pas, mais une énorme partie en tout cas, je le sais, sont simplement éleveurs d'Armagnac. Ils n'ont ni les vignes, ni l'alambic, parce que ce sont les distillateurs ambulants. En quelque sorte, ce sont des embouteilleurs indépendants. Voilà. Et donc là, on pourrait dire, mais du coup, vous volez le travail du distillateur ambulant, vous volez le travail du vigneron. Et le vigneron va faire, attends, moi je veux pas me faire chier à faire de l'Armagnac. Le distillateur ambulant, il fait, moi je distille, je prends mon cachet et je me casse. C'est à toi que je laisse la responsabilité d'attendre 50 ans maintenant pour sortir un 50 ans. Donc voilà où est l'utilité des embouteilleurs indépendants. Et je voulais bien qu'on prenne un moment pour en reparler, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de messages, pas de gens véhéments, mais de gens qui comprenaient pas l'intérêt. Et en fait, on comprend l'intérêt beaucoup plus en période de crise qu'en période de faste, ça c'est clair. Pour donner une petite anecdote justement sur ma transition entre influenceur et embouteilleur indépendant, j'ai créé beaucoup de réseaux dans la première phase de mes activités. Et au moment où j'ai pris cette décision de devenir embouteilleur, j'ai simplement sorti tous les mails des gens que je connaissais dans le métier qui m'ont dit « Tu veux quoi que ce soit, tu m'écris ». Sur les 40 mails que j'ai envoyés, j'ai eu très peu de réponses. La réponse principale que j'ai reçue, c'est non, on ne fait pas ça. Et le seul qui m'a dit oui m'a envoyé un peu dans un système où ils vendent à des milliardaires, à des millionnaires aussi, des fûts un peu soi-disant d'exception à des prix improbables. Voilà, et donc voie de garage pour moi, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, c'est deux mondes qui sont totalement séparés. Tout le monde commercial, le front d'une distillerie avec ses réseaux de distribution à l'international et tout ça, tout ce monde-là ne connaît rien à l'embouteillage indépendant. Il y en a quelques-uns qui s'y connaissent parce que personnellement ils voulaient s'y intéresser, ou bien ils ont peut-être connu aussi l'envers du décor, mais toute la partie où la distillerie vend du distillat à des embouteilleurs indépendants, tout ça,
tout ce que vous connaissez, tous les gens que vous connaissez dans le milieu, ils ne connaissent rien. Ouais. Et vraiment, moi, je suis même tombé sur un des grands ambassadeurs d'une grande marque de whisky écossais, où quelqu'un me présente à lui, vraiment le top ambassadeur de cette marque, qui commence par B, bref, il y en a plusieurs, j'ai fait un embouteillage chez eux, j'en ai peut-être parlé. Et le type me dit, ah, t'es embouteilleur indépendant? Puis je dis, oui, et j'en ai même fait un whisky de ta marque. Puis il dit, ah, mais ça, je suis sûr que t'avais pas le droit de le faire. T'as dû l'acheter dans un marché gris. Je suis sûr que t'as mis le nom, mais que t'avais pas le droit. Et il me tombe dessus. Comme ça. Et en fait, non, pas du tout. J'achète à des gens totalement légitimes qui font ce métier depuis des dizaines d'années, pas une centaine d'années, mais des dizaines d'années. Et alors oui, il y a eu des bugs dans la matrice, des gens qui ont utilisé des fûts où il n'y avait pas le droit de mettre le nom, ils ont dit qu'il y avait le nom. Mais en fait, on n'est pas tous des pommes pourries dans le jeu, quoi. Et le type m'est vraiment tombé dessus. Et il a refusé de goûter mon whisky. Il y avait ma bouteille qui était là. Puis à la fin, il m'a quand même dit, tu veux qu'on fasse une photo avec ta bouteille et puis la mienne et de ça et tout. Puis je dis, mais si tu veux, on l'a fait, je l'ai pas posté. parce que lui, il voulait quand même qu'il y ait la sienne, donc l'original de la marque B. Et c'était vraiment triste comme discussion parce qu'il n'y connaît rien. Là, il a juste entendu les histoires négatives. Bah, vu comment c'est difficile de vendre en ce moment, je pense qu'il s'y connaît un petit peu plus. En fait, lui, c'est difficile pour lui parce que lui, vu qu'il est au bout de la chaîne, il doit vendre ses bouteilles. Alors, pas lui, il est ambassadeur. Oui, il doit faire vendre ces bouteilles-là, alors que sa propre boîte vend par derrière des tonneaux, mais pas par derrière en douce, par derrière parce que c'est un autre réseau. Et pour prendre des dizaines de milliers d'euros d'un coup à chaque fois. Exactement. Mais lui, il devrait plutôt en vouloir à son patron plutôt qu'à moi. Moi, je fais mon métier. Il ne en vouloir à personne, en fait. Tout le monde fait tourner sa boîte. Exactement, tout simplement. Ok. Bon, et là, donc, tu avances sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est la première fois que toi et moi, on se rencontre. On se rencontre virtuellement. Enfin, on se rencontre virtuellement, on échange en ligne, puisqu'on faisait partie d'un petit groupe de passionnés de whisky, que moi, j'ai intégré aussi, puisque, in fine, j'ai eu légèrement le même parcours que toi, commencé à m'intéresser au whisky d'une autre manière. Puis, pareil, je suis allé sur les réseaux sociaux pour trouver des gens avec qui en discuter. Et on se retrouve dans le même groupe. Bon, je t'avoue que j'ai une mémoire un peu friable parce que je me souviens plus exactement si on discutait beaucoup ou pas. Bah alors, je t'avoue que moi non plus, je sais juste qu'on s'entendait bien, mais on n'a pas eu de très longues discussions ensemble. C'était plutôt les discussions de groupe où chacun amenait un peu sa petite pierre à l'édifice pour rigoler, pour s'amuser, pour échanger. Et voilà, et je savais qu'on s'entendait bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de discussion profonde. Exactement. Et moi, je me souviens que j'avais goûté quelques-unes de tes bouteilles, donc tes premiers embouteillages. J'avais trouvé ça bon. Et moi, en parallèle, j'avais déjà lancé un cognac en sortie de Covid, où je m'étais foiré parce que j'avais mal compris pas mal de trucs du marché, le système de taxes et tout, j'avais mal géré ça. Et donc m'était venue l'idée de créer une marque, mais cette fois pas d'embouteillage indépendant, une marque de liqueur, puisque mes réseaux sociaux avaient beaucoup explosé. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'anecdotes à raconter sur la période où il y avait les discussions de groupe. Non, bah c'est vrai que c'était vraiment les prémices. En fait, c'est simplement que quelque chose, ça a placé notre rencontre. Le début des réseaux sociaux, pardon. Ça a placé notre rencontre sur un point, mais après, c'est beaucoup plus tard quand c'est... Et après, arrivaient les vidéos sur Instagram. Donc nous, on s'est rencontrés bien avant le début des vidéos, mais arrivé le début des vidéos, des réels sur Instagram, mon compte a vraiment beaucoup fonctionné à partir de ce moment-là. Moi, à cette époque, je faisais restauration, caviste, etc. Et je me dis, bon, vas-y, je vais relancer une marque d'alcool, parce que c'est ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire, mais cette fois, je ne vais pas faire des alcools vieillis ou de l'embouteillage indépendant, je vais faire ma propre marque de liqueur. Et alors, honnêtement, je ne sais même plus quelle a été ma réflexion à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, je vais appeler Salim, parce que je sais qu'il s'y connaît bien dans les coulisses, donc les transports, les taxes, les gestions de je sais pas quoi. Et je me souviens, je t'appelle pendant que je marchais vers le parc extérieur pour faire du sport et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais l'appeler, je vais lui proposer qu'on s'associe. Alors à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était jamais vu de notre vie. Jamais. Physiquement, on s'était parlé que par message ou que dans le groupe. Et à mon plus grand étonnement, t'acceptes. Et alors, à mon plus grand étonnement, tu me proposes ça. Je me souviens plus exactement comment ça s'était fait, si tu as la mémoire plus fraîche que moi. Alors, il y a eu 2-3 échanges, en fait, où tu m'expliques ton projet. Ouais. Au début, tu m'expliques juste l'idée que tu avais. J'avais besoin de conseils. Voilà, exactement. Tu me poses 2-3 questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça pourrait marcher? Comment on fait? Et tout. Et puis moi, je te donne
2-3 infos, des trucs que je sais vraiment sur comment ça fonctionne. Je te mets en garde justement sur les taxes, l'étiquetage. Voilà, c'est ce genre de points qui je sais, bah voilà, c'est des erreurs qu'on fait qu'une fois et autant les éviter à d'autres. Il n'y a pas besoin de passer sous le bus pour savoir que ça fait mal. Parce que j'ai fait l'erreur une fois. Ah, voilà, bah en plus, toi, t'avais fait Au niveau l'erreur, en de plus. l'étiquetage, l'anecdote est marrante parce que j'avais fait du coup du cognac. Ouais. J'avais embouteillé 444 bouteilles de cognac. Et comme un con, j'avais fait livrer les étiquettes, mais chez moi, à l'entrepôt. Et donc j'ai fait voyager les bouteilles sans étiquette, mais avec le document des douanes qui disait, bon, dans cette palette, il y a 444 bouteilles qui viennent de tel endroit, qui vont à tel endroit, voici le numéro de douane, truc. Malgré tout ce document qui était conforme à ce qu'il y avait dans la palette, bah, t'as pas le droit de faire voyager les bouteilles sans étiquette. Manque de peau, la douane arrête mon camion. Ce qui est, oui, il y a beaucoup de contrôle, mais il y a tellement de camions qui passent que tu te fais jamais arrêter. Ouais. Ils font décharger la palette au camion, ils l'ouvrent, ils commencent à ouvrir les cartons et à dire mais on va saisir la marchandise. Moi, c'était des dizaines de milliers d'euros que j'allais perdre. Hein. Et heureusement, en même temps, est arrivé un camion de trafiquants de cigarettes polonais. Où là, il n'y avait aucun document. Le camion était rempli de clopes. Il y avait plus de valeur à se faire pour la douane. Voilà. Et donc le camionneur appelle l'entrepôt et l'entrepôt m'appelle et dire bon bah en fait ils m'ont laissé repartir parce qu'il y avait quand même 2-3 documents qui certifiaient que c'était bon. Donc on va livrer la marchandise et j'ai récupéré ma toute première palette d'alcool de ma vie dans le business de l'alcool avec tous les rubans de douane accrochés dessus. Et bon, j'ai eu de la chance, je m'en suis sorti indemne. Ouais. Et je voulais plus retomber dans ces galères-là, donc je t'avais demandé conseil, je m'en souviens bien. Et ce qui avait été chouette, c'est que ça s'est fait vraiment naturellement, où à force d'échanger, de prendre des conseils, de découvrir ton idée, je commence à me dire, ouais, c'est vraiment sympa. Et moi, au même moment, avec l'avancée de mon univers Whisky's The Limit, j'arrivais au point où je me suis dit, mais en fait, tout ce savoir que je suis en train d'accumuler, il est réplicable. Il suffit de le calquer sur quelqu'un qui aurait besoin de ça pour lancer une nouvelle entreprise et ça fait un starting pack parfait. T'as pas besoin de t'occuper de ça. Tu te concentres sur ton univers, ta mentalité, le design. Et moi, je m'arrange pour faire sortir de terre la bouteille que tu veux et de la faire livrer là où tu veux. Et donc voilà, moi j'avais cette idée au même moment où tu étais en train de rechercher ce type de service. Et c'est à ce moment-là où on a parlé d'association. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ta méthode, qu'on vit encore au quotidien dès qu'on a des choses à faire dans De Michelot, c'est la vitesse. La vitesse. L'impulsivité. Oui, mais en fait, dans le monde des affaires, et je le découvre de plus en plus, c'est la vitesse. Mieux vaut faire faux vite, comme ça, on a compris ce qu'il fallait pas faire, et ensuite, mieux vaut faire juste vite. Et tu t'es dit à un moment, ah, mais on pourrait s'associer. Je dis, bon, ouais, pourquoi pas. Franchement, moi, je voyais ça, peut-être un truc un peu accompagnement de marque, je te dis un chiffre, consulting et tout. Mais toi, tu parles direct d'association. Mais je me dis, pour moi, c'est encore mieux. Moi, ça me plaît ce que tu es en train de me dire. Je sens que ça peut marcher. Et voilà, et c'est parti. Et en quelques semaines, pour pas dire quelques jours, on avait dessiné les traits du contrat. Tu me dis, voilà, il y a aussi mes parents qui seraient associés. Eux, ils vont être beaucoup plus la structure, qui vont nous cadrer. Et puis pour moi, c'était même une plus-value. Je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment cool. Lui, il a l'idée, il a la traction, il a quelque chose à vendre. Mais aussi une idéologie à vendre derrière le rappel des traditions, revenir aux produits, respecter le travail des anciens et des artisans et tout. Et puis moi, je me dis, de toute façon, moi, tu me donnes un concept, je te le fais sortir parce que je sais comment faire, déplacer les choses, faire que ça arrive. Et en 2 secondes, c'était, vas-y, c'est parti. Et cette vitesse, mais c'était fulgurant. Ouais, c'est vrai que c'était allé assez vite. On a dû commencer à en parler en mars-avril 2023 et les sorties des bouteilles du coup se sont faites en juillet 2023. Ouais. Et c'était venu du fait que moi je buvais un cocktail assez régulièrement qui était Agencian Tonic, donc je buvais Sus Tonic, Salers Tonic, etc. Et en force d'en parler sur les réseaux sociaux, je recevais beaucoup de vidéos de gens le vendredi soir, le samedi soir qui se dégommaient à la Sus Tonic, pour pas citer la marque. Et je me suis dit, mais c'est con quoi, autant faire ma propre Gentiane, j'adore ça. Donc je t'ai proposé, voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai que tu m'as donné conseil, on s'est associés. Et il s'est avéré que ça tombait sur un momentum assez intéressant.
puisque la Maison du Whisky, donc, qui est un gros distributeur en France, qui, je crois, c'est même le plus gros des premium, super premium en alcool, fort, prenait certaines de tes bouteilles dans un de leurs programmes spéciaux qu'on va pas détailler parce que c'est pas forcément intéressant, mais prenait en gros tes bouteilles pour les vendre sur leur site. Je venais de créer vraiment un lien avec eux sur Whiskies de Limite. Et donc cette porte était ouverte. Et sur le moment où on a décidé de se lancer, je te dis, écoute, moi, ils ont proposé de vendre mes bouteilles dans ce concept. Regarde comme c'est intéressant, ce point-ci, ce point-là, voilà, des trucs très techniques. Et je lui dis, moi, je lui envoie un mail à mon contact. Et j'ai envoyé ce mail. Toi, tu étais d'accord parce qu'on n'avait pas encore de site de vente, on n'avait pas. On n'avait rien. On allait faire des bouteilles, mais on ne savait pas où les vendre. Exactement. Ça, sur Internet, ça, on savait, mais on n'avait pas fait de site ni rien. Ouais. Et l'avantage de ce partenaire, la Maison du Whisky, c'est que c'est une énorme structure. Voilà, c'est du sérieux quand on bosse avec eux. Voilà, tout se passe bien. Ils ont qu'à recevoir les bouteilles, ça sera envoyé. Voilà. Et donc, j'envoie ce mail à mon contact. Mais donc, ça veut dire que je ne lui ai pas envoyé un plan presse, je ne lui ai pas envoyé de photos, je ne lui ai rien envoyé. Je lui dis, mais on n'avait rien du tout. je suis juste avec ce mec, je dis c'est Johan Colo, parce que je me dis qu'il est dans ce milieu, dans cette boîte-là, il y a 2-3 personnes qui te connaissent, peut-être qu'il peut aller faire des vérifications s'il a envie. Je suis avec Johan Colo, il a eu une idée, c'est de faire ses bouteilles. Moi, je suis en train de m'arranger pour qu'elles arrivent. Est-ce que tu les veux ? Et c'est vraiment une bouteille à la mer, si elle veut passer l'expression. Et je pense que 2 jours plus tard, il me dit oui. Ouais. J'ai dit, sans goûter. Hein. C'est réglé. Il nous a fait confiance. Aucune idée. Il nous a fait confiance. On n'avait même pas d'échantillon. non, c'était en train d'être produit. On cherchait juste à savoir comment vendre ce qu'on était en train de créer. Et le fait qu'il nous fasse confiance aussi rapidement, ça a été encore en plus un booster pour nous. Ah ouais. Même si après, il y a eu justement cet événement que tu as pu raconter dans un ancien podcast. Ah ouais, j'en avais parlé. Ouais, tu l'as raconté du point de vue de l'impulsif. Ouais. Attends, moi, je vais le raconter du point de vue du médiateur. Oui, parce qu'il faut savoir que Salim a la mentalité suisse, et donc il doit gérer la boîte, et maintenant ça va mieux, mais tu as dû gérer mes sautes d'humeur. Ouais. Ça va nettement mieux, et je te félicite de cette progression dans le monde des affaires, vraiment bravo, parce que c'est pas facile. Ouais, ça doit être ça. Mais voilà, on va pas se leurrer, t'es quelqu'un de très impulsif, et on se retrouve avec donc débloquer la porte de la Maison du Whisky avec une marque qui n'avait encore rien vendu et rien sorti, rien montré. Ce qui est déjà en soi un miracle de pouvoir être vendu chez la Maison du Whisky. Bien sûr. C'est le genre de personne, notre contact chez eux, c'est le genre de personne sur LinkedIn où on peut pas mettre ajouter. Ouais. On peut juste envoyer un mail parce que c'est des gens, si vraiment il y avait le bouton ajouter, je pense que toutes les 2 minutes il y a quelqu'un qui écrirait un mail, est-ce que je peux être chez toi, est-ce que je peux être chez toi, est-ce que je peux être chez toi. Donc voilà, c'était une belle opportunité. Et au moment où on débloque, et puis je lui demande combien de bouteilles on peut t'en envoyer. On en produit 600, est-ce que tu veux les 600 bouteilles? Non, on avait produit quasiment 800 je crois. 800, alors peut-être qu'on leur avait proposé 600 des 800. Et le type me répond non mais jamais de la vie, on prend jamais des quantités pareilles, on va en prendre 120 maximum. 240. Je crois que c'était suite à négociation. Okay. Il y a eu un peu négociation pour qu'on en arrive à 240. Et moi j'explique bien dans mon mail, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de parler de Johan Colo qui a avec Dose de France chauffé à blanc sa communauté, qui n'attendent que ça. Et vraiment il y a des chances que ça parte bien. Et puis le gars me dit non mais bon, on va tenter 240, on n'ira pas beaucoup plus loin. Et je dis soit, partons sur 240 et puis on envoie la palette. On n'a pas encore envoyé la palette, non justement. Non. Je préviens Johan, je te préviens. Je me souviens, j'étais au taf le midi, je travaillais en restauration, donc c'était pendant le service. Je décroche quand même le téléphone, je sors. Et je t'explique la situation et j'ai senti, je te voyais pas, hein, mais j'ai senti que tu devenais rouge. J'ai senti au téléphone et t'es complètement parti en vrille. Et donc déjà au téléphone, après tu travaillais, donc t'es vite retourné travailler, mais j'ai senti que t'avais pas du tout apprécié qu'ils n'en prennent que 240. Et après tu m'as envoyé des messages genre c'est terminé, on bosse pas avec eux. Tu leur écris, tu leur dis pas de bouteille pour vous, on va appeler le concurrent. Donc du gars, hein. Ouais. On va appeler le concurrent, on va trouver comment bosser avec eux, c'est inadmissible, et surtout tu le prenais très personnellement, comme s'il avait dit ouais, vu que Johan Colo c'est vraiment un petit joueur, on va pas prendre 600 bouteilles, tu l'as vraiment. Ce que je ressentais, c'est que vraiment pour toi, c'est comme si tu avais attaqué personnellement. Ouais. Pas notre produit ou quoi que ce soit, ou ni le marché ou quoi que ce soit. Avec du recul, c'est un peu con, parce qu'acheter 600 gentianes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais...
Voilà, après, l'avenir nous a donné raison. Mais Bah, explique comment ça s'est passé alors. voilà. Donc voilà, je lui explique comme quoi on va lui envoyer qu'on accepte d'envoyer les 240 bouteilles après âpre négociation entre nous deux. Et donc, bah voilà, quelques jours plus tard, à midi pile, les bouteilles vont être lancées sur le site. Donc, Johan a continué à chauffer à blanc la communauté. Et moment du lancement, donc midi, l'heure de pause pour les ingénieurs, les gars de l'IT chez la Maison du Whisky. Et Tsar Bomba sur le, sur le site. Les serveurs crash, chose qui n'arrive que sur les éditions très rares de whisky japonais de temps à autre sur leur site. Et donc, ils n'avaient pas du tout, bien évidemment pas du tout prévu le coup. Ce qui a fait qu'ils ont dû aller rechercher les gars à leur pause. Ils étaient en train de manger leur sandwich, à mon avis. On leur a dit non, venez les gars, il y a le site qui est tombé. Donc vraiment, le site entier, hein, pas notre page ou quoi que ce soit. C'est la Maison du Whisky est tombée. J'ai mis le lien. Ouais. J'ai cliqué sur le lien pour vérifier si j'avais mis bien le bon lien vers la page directe. J'ai cliqué 404 not found. Ouais. Direct. Ouais. Donc voilà, c'est un très joli coup, chose qui n'arrive pas très souvent à la Maison du Whisky. Et ce qui s'est passé derrière, et qui est vraiment, c'est une anecdote assez sympathique, c'est que notre contact chez eux, quand il a vu ce qui s'était passé, il a compris qu'il devait avoir le reste des bouteilles. Ouais. Les 400 autres qu'il n'avait pas voulu prendre un peu plus tôt. Et vu qu'il connaissait notre producteur, parce qu'il travaille aussi avec notre ancien producteur sur la marque de cette personne, il a essayé de les contacter directement pour essayer de s'assurer la quantité totale du stock, parce qu'il a compris qu'il était passé à côté d'une opportunité. Je reçois donc un mail par la suite, parce que le producteur me met en copie de la chaîne de mail, et je découvre qu'il était dans notre dos et en train d'essayer de prendre tout le stock. Je bloque tout, en discussion bien sûr avec toi. Et donc on bloque tout et on lui dit, même si on aurait pu lui envoyer la totale, hein, Ouais. mais rien que par principe, il en restait peut-être à ce moment-là 600. Ouais. Et je dis non, tu peux prendre que 400, le reste on va le vendre à des pros, des bars, des restaurants. Moi j'avais ragé. Ouais. Voilà. Et on a dit tu pourras pas avoir la totale. Mais c'était presque de principe, on aurait pu tout lui envoyer. Ah oui, bien sûr. Bon, après, on a vendu avec quelques pros qui nous suivent d'ailleurs toujours. Bien sûr. Toujours Alors, maintenant. L'idée était quand même bonne de garder des bouteilles, on les a vendues à ce réseau-là. Et voilà, mais ça a marqué vraiment le début de nos affaires. Et c'était la preuve que tu avais vu juste. J'avais vu juste de m'associer avec toi parce qu'il y avait vraiment un potentiel énorme sur une liqueur qui, voilà, j'avais peut-être, moi, de ma vie, j'avais peut-être goûté une fois la Suze. Ouais. Pas plus. Et donc voilà, mais ça m'a permis de découvrir cet univers des liqueurs que je connaissais pas du tout. J'ai maintenant beaucoup de plaisir, je les apprécie énormément. Donc voilà, et je pense que de plus en plus, surtout maintenant avec le renouveau de la marque, nouveau design, recettes améliorées, voilà. Et là, je pense que même si avant j'étais surtout dans l'ombre, dans la logistique, la production, la collaboration avec les producteurs, je m'imprègne de plus en plus de cet univers. Ouais. Et comment dire, je suis de plus en plus fier. J'étais fier de notre succès, mais là je suis fier de me dire voilà, je suis aussi de Michelot, parce que voilà, regardez ces bouteilles, c'est un produit dont je suis vraiment fier de le présenter à tout le monde. Et voilà, c'est vraiment un parcours assez étonnant, assez rapide. Ouais. Même si voilà, on vient d'avoir une petite traversée du désert dans nos changements de producteurs. Voilà, il y a eu plein de rebondissements à l'intérieur. On ne peut pas vraiment s'étendre sur le sujet. Ouais. Mais maintenant, on se retrouve avec 2 producteurs, une nouvelle marque. Et là, on est prêt pour aller vraiment de l'avant, quoi. Là, on est prêt pour attaquer de manière bien plus structurée, pro. Exactement. Mais oui, ça a été une année assez compliquée pour l'instant, puisqu'on n'a pas pu faire de production depuis le début de l'année, donc depuis 9 mois maintenant. Donc, et malgré tout, on arrive à atteindre quasiment pour l'instant le même chiffre d'affaires que l'année dernière, ce qui fait qu'on va plutôt bien finir l'année. Et ça a rendu l'année assez compliquée de ce côté-là. Et donc, on a lancé ça en juillet 2023. Depuis, on a eu notre propre site. On est toujours aussi chez la Maison du Whisky, avec qui on s'entend très bien. J'avais ragé sur le moment, mais... Oui, non, mais ça, c'était juste... Mais on s'entend très bien avec bien eux. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs...
On passe le bonjour à Charles qui nous a fait confiance, que Merci, je me suis rendu compte a posteriori que 240 gentianes, c'était quand même pas mal. On a passé pas mal de réunions avec lui. Il nous a dit je suis de votre côté, les gars. Je suis de votre côté. Et à chaque fois, c'était vrai. Il l'est toujours. Mais voilà, en fonction des commandes, Johan le sentait plus ou moins. Maintenant, c'est acquis. Il n'a plus besoin de nous le redire. Bien sûr. On tire sur la même corde. Et maintenant, on nous fait toujours confiance en nous demandant des jolis volumes de bouteilles. Que même nous, on ne peut pas forcément accorder parce qu'il faut garder sur notre site et sur le leur. Mais donc, on travaille bien main dans la main avec eux et c'est un partenariat qu'on a bien fait de garder. Tu as bien fait de me dire de garder. C'est voilà, mon côté suisse et consensuel de temps en temps est un avantage. Même si voilà, moi aussi, dans mon propre parcours, à titre personnel, je me suis vraiment développé aussi en collaborant avec toi, avec l'équipe. Parce que même si on pourrait imaginer aussi tes parents peut-être plus matures que toi, forcément, c'est la génération du dessus. Voilà, ils ont aussi un très fort caractère et je pense m'être imprégné, alors sans parler de Gaëtan qui est aussi notre associé, qui lui aussi a un très fort caractère. Un peu après. Exactement, qui nous a rejoint plus tard. Et je me suis vraiment imprégné de ça pour développer mes compétences alors justement pas en négociation, mais dans le fait de parfois s'imposer. Et je me souviens de Gaëtan qui me disait, en fait, chaque fois que tu défends pas, pour les affaires, dans le monde des affaires, chaque fois que tu défends pas jusqu'au bout, en fait, tu vas privilégier la personne qui est en face de toi, plutôt, alors là, il allait avec vraiment le pathos pour vraiment me toucher, machin, il me dit, plutôt que tes enfants. En fait, tu vas pas te payer de salaire. Donc c'est tes enfants. Voilà, exactement. Et alors je voyais bien que c'était un peu, comment dire, grossi. Mais dans le fond, c'est ça que le fond du discours est réel. Et il a raison. Et donc voilà, je me suis imprégné de votre mentalité aussi. Tout comme j'ai essayé d'apporter des moments de la négociation, du consensus pour avancer. Mais voilà, à des moments, on a dû se défendre. Et je sais que je l'ai aussi appris avec mes associés dans cette boîte. Et aussi de dire que, en fait, moi, quand je suis dans Whisky's The Limit, alors j'ai des associés sur qui je peux compter si j'en ai besoin. Mais je suis vraiment seul aux commandes. Et c'est des gens qui sont des ressources quand je les sollicite. Alors que là, dans Demichelot, on travaille tout le temps tous ensemble. Ouais. Et ça, vraiment, j'ai pu voir, comme je parlais de vitesse un peu tout à l'heure, que la structure qu'on a créée, avec le fait aussi qu'on ait des réunions toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, comme une horloge, on se voit, on se parle. Et ça, vraiment, ça nous a permis d'avancer parce que tu n'as pas le temps, en fait. Ça veut dire que chaque réunion où tu viens, où tu n'as pas fait un point, on te le dit. Est-ce que tu as avancé là-dessus ? Non, bon alors dans les 2 prochaines semaines, il faut que ce soit fait. Ouais. Et ça nous permet vraiment d'avancer. Alors que moi, dans Whisky's The Limit, s'il y a un truc que j'ai pas réussi à faire, que j'ai dû laisser traîner ou comme ça, si c'est pas fait, il y a personne qui va venir me le dire. Il y a que le chiffre d'affaires qui va me le dire. Alors je préfère que quelqu'un me le dise et que le chiffre d'affaires soit positif, plutôt que personne n'ait rien dit et que je vois bien qu'à la fin, ça n'a pas avancé, quoi. C'est pour ça que je voulais mettre cette structure en place de réunions régulières, en associant aussi mes parents qui sont des gens très organisés et ordonnés. Ouais. Et plutôt à cheval sur le cadre. Mais il y en a vraiment besoin et je vois à quel point c'est bénéfique, même si voilà, des fois, c'est comment dire, c'est engageant de devoir se dire, c'est toutes les 2 semaines et on tient cette rigueur. Au début, pour moi, c'était un peu difficile, c'est un bien grand mot, c'est juste, j'ai dû m'adapter à ça, voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai dû m'adapter à ce système. C'est une technique de travail plus que la difficulté, quoi. Exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire ? Mais du coup, ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'à ce moment-là, donc au lancement, on ne s'était toujours pas rencontrés. Ouais. On ne s'était toujours pas rencontrés. Donc on fait ce lancement, ça se passe bien, la marque se développe et tout, et on se rencontre toujours pas. Et la première fois où on s'est rencontrés, c'était, je crois, 4 mois plus tard. Au salon du whisky. C'était au Whisky Live Whisky Live 2023. Ouais. Donc on a lancé avec la maison du whisky. Et on s'est rencontrés pour la première fois au salon de la maison du whisky, mais 4 mois plus tard. Est-ce que c'était l'année où on avait le stand ? Et l'année où on avait le stand. C'est incroyable. Il faut aussi s'imaginer qu'on passe directement avec la maison du whisky, on s'était toujours pas vu, et qu'on fait le premier salon qu'on fait de spiritueux qu'on fait, c'est le plus grand salon du monde de spiritueux. Et je pense qu'on avait le plus petit stand
du plus grand salon. Ouais, exactement. Mais voilà. On était les plus petits. Ouais. On était les plus petits et puis en même temps, on a attiré beaucoup de monde. J'ai pu pour la première fois avoir ta communauté de gens qui t'ont connu à travers tes vidéos d'Os de France, mais qui étaient vraiment friands de ah mais alors qu'est-ce que t'as fait, c'est quoi cette liqueur, est-ce qu'on peut goûter, qui n'étaient pas là juste là pour te dire I love what you're doing comme voilà, pas juste pour te dire que c'est cool ce que tu fais, mais pour y goûter, pour acheter et c'était plaisant de voir cette communauté qui devenait client quoi. Ouais, c'était cool. Ouais. Et du coup, depuis, ça fait 2 ans un peu plus de 2 ans, 2 ans et 2 mois maintenant qu'on travaille ensemble. Et j'ai raconté un petit peu toutes les péripéties, les aventures qu'on a eues dans De Michelot dans un podcast solo qu'on peut retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et est-ce que toi, de ton côté, tu as une anecdote plus forte que les autres, une leçon à tirer? Tu as dit que tu avais un peu progressé personnellement de ton côté d'entrepreneuriat, mais le fait de t'être associé avec moi, que tu me connaissais pas du tout, enfin tu me connaissais d'internet, mais tu m'avais jamais rencontré, de tomber dans un univers où on a tous des personnalités qui sont très différentes de la tienne, et j'inviterai Gaëtan dans ce podcast interview pour que les gens le rencontrent aussi, qui est vraiment à l'opposé de toi. Ouais, exact. Qui est même moi me bouscule pas mal, mais bon, on en parlera à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en as retiré, ou est-ce que tu as une anecdote marrante à partager sur ces 2 années au sein de la De Michelot compagnie? Moi, je dirais, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu. Alors, c'est parce qu'on a cette marque De Michelot et on a aussi la marque Maquisard, d'embouteillage indépendant. Et ce qui m'a vraiment plu et que j'ai déjà découvert un tout petit peu avec Whittle dans l'embouteillage français que j'avais fait, des whisky français, c'est cette proximité avec les producteurs. Et à quel point les producteurs sont contents de travailler avec toi et avec nous. Et ça, vraiment, ça m'a touché parce que dans le monde du whisky que je connaissais avant, du whisky écossais, il y a tellement d'intermédiaires, c'est tellement grand que oui, on peut aller visiter les distilleries, mais c'est le tour payant qui n'a rien à voir avec le fait que je suis embouteilleur indépendant. Alors qu'en France, en fait, on peut aller à la rencontre vraiment des producteurs et de leur dire on est intéressé par votre produit, on aimerait le mettre en bouteille, et vraiment de visiter avec des gens qui nous respectent, qui veulent faire partie, nous accompagner dans notre aventure. Et ça, vraiment, ça m'a touché et j'apprécie vraiment cette collaboration. Alors la plupart des distilleries, c'est toi qui es allé les visiter seul, mais par exemple, on a fait le domaine des Hautes-Glaces qu'on a pu visiter ensemble, entre autres avec Fred qui tient la distillerie. Qui vraiment nous a fait visiter, qui a passé beaucoup de temps à nous expliquer. On mange avec eux, on discute, c'est tout un cheminement ensemble. Et pour un résultat, pour moi, c'était un whisky exceptionnel qu'on a sorti en fût de cognac, sous la marque Maquisard. Whisky 8 ans, fût de cognac. Et qui est pour moi exceptionnel. Toujours dispo sur demichelot.com. Il reste quelques bouteilles. Et donc voilà, moi, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est d'être au plus près des producteurs et j'aimerais bien à l'avenir qu'on ait plus aussi cette opportunité, que moi je puisse libérer du temps de mon côté pour aller au contact de ces gens qui, à chaque fois qu'on fait les salons du whisky, par exemple, je pense aussi à Darty Galong avec qui on était hier, où on sent qu'il y a un vrai lien de collaboration et de respect entre le producteur, alors en tout cas l'embouteilleur, le producteur, et notre travail. Il n'y a pas de distance en fait, c'est ça. Et ça, j'apprécie beaucoup. Quand on voit la famille Pasquet, quand on les rencontre, on voit... C'est devenu des amis. Voilà, exactement. On voit qu'on s'apprécie réellement. Et on est au contact de ces gens à qui on peut poser toutes les questions sur leur cognac, leur armagnac. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans cette collaboration qu'on a ensemble. C'est ce lien qu'on peut tisser avec des gens qui sont garants d'un patrimoine français qui est merveilleux. Et moi, j'apprends à découvrir ce pays parce que moi, en tant que petit Suisse, je vois généralement du haut de mes montagnes la France au loin comme ça. Et là, je l'apprends un peu plus. Et puis la grande France, ça veut dire pas juste Paris. Je découvre des régions, des différents styles d'alcool. Parce que l'armagnac et le cognac, même si je les connaissais, entre guillemets, là, j'apprends vraiment ce que c'est. Beaucoup plus en détail. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est des univers qui sont vraiment passionnants et que je me réjouis d'explorer encore plus par la suite. Ouais, de même, c'est ce que j'en retire pas mal aussi. Bon, je pense qu'on a une bonne conclusion. Ouais. Écoutez les amis, déjà merci Salim d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup. Pour retrouver Salim, je vous mets le lien de son compte Instagram dans la description de la vidéo YouTube.
Vous pouvez le retrouver, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous avez à lui poser, notamment sur le domaine du whisky, puisque c'est ta spécialité. N'hésitez pas vraiment. Je me permets de vous dire, pour soutenir ce podcast, de vous rendre sur demichelot.com, où vous retrouverez toutes nos liqueurs, nos embouteillages maquisards d'embouteillages indépendants de spiritueux français qu'on a fait également au cours de l'année dernière et de cette année. Vous pouvez aussi acheter la casquette dans le lien en description. Retrouvez l'Instagram de Salim. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine interview. Merci encore, Salim, d'être venu. Merci à toi. Et puis à bientôt, tout le monde. Ciao. À bientôt.